Alors, j'enregistre, je lance l'enregistrement. Ouais, C'est bon. c'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, désolé pour ce contretemps. Donc, bienvenue dans ce 20e webinaire de notre association Aftermath. Donc, nous accueillons aujourd'hui Romain Letellier du laboratoire de modélisation des accidents graves du département de technologie nucléaire au CEA Cadarache. Donc, sa présentation s'intitule de l'utilisation d'une base thermodynamique dans un modèle de champ de phase au travers d'applications Ah, du c'est du nucléaire. costaud, ça. Donc, vous pouvez poser vos questions donc, au fil de l'eau sur le chat et puis donc Romain y répondra à la fin de sa présentation. Donc, Romain, je te laisse la parole. Merci Sylvie pour l'introduction. Merci à tous d'être là pour cette présentation. Et puis merci aux organisateurs, Sophie qui n'est pas là en particulier, de m'avoir invité. Alors avant de débuter la présentation en tant que telle, juste quelques mots sur ce qu'est cette présentation et ce qu'elle n'est pas. Euh, donc l'idée, ça va être de faire un bref rappel sur la méthode CALFAD et les bases thermodynamiques qui sont construites à l'aide de cette méthode-là, pour ensuite discuter de la méthode de champ de phase. Donc la méthode de champ de phase, c'est un sujet assez vaste, donc j'en ferai une introduction et une introduction comme une méthode de modélisation de phénomènes de transport multiphasique multicomposants, alors que cette méthode, c'est en fait beaucoup plus que ça. Et surtout, l'exposé, du coup, portera sur le comment on essaye d'utiliser ces bases thermodynamiques pour obtenir des fermetures pour ces modèles de champ de phase. Euh, L'idée de base est très simple, mais on voit que dans des cas pratiques, c'est pas forcément aussi trivial qu'il y paraît. Donc, c'est un travail à l'interface entre finalement deux communautés assez distinctes. C'est ce qui rend le travail assez intéressant, mais c'est aussi ce qui fait des fois la difficulté. Ce que n'est pas la présentation, c'est quelque chose d'exhaustif sur ces trois thèmes, loin s'en faut. Et cette présentation, je l'ai construite à partir de l'expérience que j'ai tirée de travaux. Alors, pas mal de travaux d'étudiants, donc en thèse ou en postdoc, souvent encadrés en collaboration avec le laboratoire PMC de l'École polytechnique, avec des spécialistes de la méthode champ de phase, que sont Mathis Plapp et Hervé Henry. Et puis aussi des travaux de collègues auxquels j'ai contribué, auxquels je contribue. Donc des gens à la fois de Cadarache et de Saclay ou de Marcoule, souvent aussi à travers des thèses. Donc comme je vous l'ai dit, je vais commencer par la partie CalFAD, euh, voilà, avec des brefs rappels sous l'angle de l'utilisation que je vais vouloir en faire derrière dans les modèles de champ de phase. Donc CalFAD et les bases de données qu'on en tire, c'est finalement une description thermodynamique d'un système multicomposant au travers de l'énergie de Gibbs. Donc l'énergie de Gibbs du système est décomposée selon les différentes phases, pardon. Par exemple en introduisant l'énergie de Gibbs molaire sous cette forme-là. Donc le GM gamma, vous allez le voir assez souvent, ça va être mon point de départ dans la suite. Et qu'alpha, à partir de là, c'est des modèles paramétrés de ces GM gamma pour les différentes phases, et puis tout un processus d'assimilation de données pour calibrer les paramètres de ces modèles. Alors ça, je ne vais pas du tout revenir sur ça, hein, c'est un travail à part entière, et moi je vais considérer qu'une base existe avec finalement un certain état de connaissance des systèmes qui a été capitalisé par cette méthode-là. Et ça prend la forme à la fin d'une base de données thermodynamique, donc un fichier, par exemple au format TDB, le format sûrement le plus usuel qui vient du code thermocalque, mais utilisé aussi par d'autres logiciels, comme le logiciel OpenCalFat, qui est celui que moi j'utilise en pratique. Donc ces logiciels qui exploitent les bases, c'est des logiciels de type minimisation de l'énergie Eclipse. Donc ce GM gamma, il est construit de différents termes. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour comprendre le type de modèles qui sont mis en jeu, parce que ça a un impact sur la suite. Donc ce GM gamma, il y a la composante qui est liée au corps pur, l'entropie de configuration idéale, et puis derrière un terme d'excès qui décrit la non-idéalité du mélange, et puis ensuite éventuellement d'autres termes pour d'autres phénomènes physiques qui impactent cette énergie. Beaucoup des domaines de ces modèles, ils appartiennent au formalisme dit de Compound Energy Formalism, qui peut être vu comme une généralisation du modèle de solution régulière pour tenir compte d'effets d'ordre à longue distance. Ce que ça veut dire, c'est que ça introduit la notion de sous-réseau pour décrire la composition au sens de l'évaluation de l'énergie de Gibbs. Chacun des sous-réseaux pouvant avoir ses propres constituants qui peuvent être des éléments, des composés chimiques, des lacunes ou des ions. Si je prends un premier exemple pour la phase liquide du système ternaire uranium, oxygène, zirconium, vous verrez, c'est un des systèmes d'intérêt pour moi. Dans les bases qu'on utilise, on trouve deux modèles, le modèle dit associé. Donc là, on a un seul sous-réseau et c'est uniquement des composés stoichiométriques. Donc on retrouve U, ZRO, UO2, ZRO2.
Et avec ça, on peut décrire un ensemble de toute une gamme de ou stoichiométrie de ce mélange usé d'air vis-à-vis de l'oxygène. Et puis on a un autre modèle, dit le modèle de liquide ionique, où cette fois-ci on a deux sous-réseaux, un réseau avec les cations et puis un réseau avec les anions et l'oxygène neutre. Alors en pratique, du point de vue je vais me placer du point de vue de l'utilisateur de ces bases. Donc ce qu'on retient, c'est qu'on a ces fonctions GM gamma qui, à partir de la température, de la pression et puis justement de la description des constituants sur ces sous-réseaux, donc des fractions molaires, peut nous permettre d'évaluer G et puis évidemment ses dérivés. J'introduis tout de suite la notion de passage de constituants à éléments, c'est-à-dire qu'à partir de la composition décrite en termes de constituants sur les sous-réseaux, on peut revenir évidemment à la composition élémentaire. C'est une transformation qui est simple et univoque. Par contre, il faut garder en tête qu'a priori, elle est non inversible, parce que le fait d'avoir introduit des sous-réseaux des constituants, ça va augmenter le nombre de degrés de liberté, et a priori, sauf cas particulier, il est plus grand que le nombre de degrés de liberté des éléments. Donc à partir de là, ces bases de données associées à un logiciel comme OpenCalFAD, elles peuvent être utilisées pour différentes choses. Alors dans des cas assez spécifiques, on peut vouloir évaluer directement GM gamma et ses dérivés. Ça peut être par exemple pour construire une équation d'état, enthalpie, composition, température, sous réserve que la composition soit justement décrite à partir des constituants des sous-réseaux. Donc ça peut servir à fermer une équation de conservation d'énergie, par exemple. Ensuite, on peut faire des calculs d'équilibre phasique. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'on va se donner un inventaire en éléments, une température, une pression, et on va chercher à minimiser GM gamma de manière à respecter cet inventaire en éléments, donc au sens de la répartition des constituants sur les sous-réseaux. Alors ça, c'est un point de départ pour beaucoup de fermetures de modèles qui sont souvent écrits justement en termes de composition, en termes de fraction molaire des éléments. Donc ça, donc ça peut être pour une équation d'état enthalpie composition, ça peut être pour des équilibres locaux, par exemple dans un modèle à interface RAID avec des conditions de saut décrivant le changement de phase ou le transfert de masse à une interface. On va voir que c'est aussi, à un moment donné, on va réintroduire ça dans le contexte des modèles de champ de phase. Et puis évidemment, l'utilisation la plus classique de ces bases, c'est un calcul d'équilibre global. Donc là, on a un inventaire et on ne présuppose pas les phases en présence, et on regarde justement quel est l'état d'équilibre global du système. Donc ça, c'est utilisé assez fréquemment par tout le monde pour voir un petit peu avec des calculs simples comme les chemins de solidification aussi, par exemple. Voilà, donc ça, je vous ai dit, c'était juste un bref rappel sur la méthode champ de phase sur la méthode CalFAD, pardon. Et maintenant, je vais parler un peu plus longuement de la méthode de champ de phase pour finalement faire le lien entre les deux. Donc d'abord, les concepts et le vocabulaire. Donc, la méthode de champ de phase, dans le cadre de la modélisation des systèmes multiphasiques, c'est une méthode qui appartient aux méthodes à interface diffuse, donc par opposition aux interfaces RAID. Donc l'interface diffuse, c'est une zone de transition d'une épaisseur donnée, au travers desquelles on a une variation rapide mais continue des variables qui décrivent le système. Dans le cadre du champ de phase, ces variables, on les appelle souvent des paramètres d'ordre. Donc ces variables, qui sont définies en tout point de l'espace et du temps, elles servent justement à obtenir une description hors équilibre, hors d'un équilibre global du comportement du système, pour justement décrire son évolution transitoire. Donc ça se traduit par le fait d'avoir des équations d'évolution pour ces champs de phase, en l'occurrence que je note. Donc un modèle de champ de phase, c'est un choix sur ces variables pour décrire le système, des équations d'évolution associées, et ensuite évidemment des paramètres ou des fermetures pour pouvoir résoudre ces équations. Juste un petit peu d'histoire pour dire d'où ça vient. Donc, la méthode de champ de phase, donc, comme j'ai dit, ça fait partie d'interfaces diffuses. Donc ça vient de Van der Waals dans son étude de la transition liquide-vapeur avec la théorie de la capillarité, donc la fin du 19e. Ensuite, on a la notion de paramètre d'ordre qui a été introduite par Landau dans une théorie de champ moyen pour décrire les transitions de phase ordre-désordre. Donc, c'est-à-dire que là, en plus d'une température, on ajoute un autre paramètre, en l'occurrence phi, pour décrire l'énergie du système. Donc, on a un f de phi de t qui dépend de la température critique, et de ce phi. Donc, si on cherche l'équilibre, ce que l'on voit, c'est que la dérivée de f par rapport à phi va s'annuler. Si la température est inférieure à la température critique, on a deux points d'équilibre.
donc qui sont traduites dans le graphe qui est juste à côté. Ce formalisme-là, il s'étend au cas inhomogène, donc cette fois-ci avec un champ moyen inhomogène, donc un phi qui va dépendre de l'espace tout simplement, par Ginzburg et Landau en 1950 dans leur théorie de la supraconductivité, et puis avec Canillard dans la formulation thermodynamique de l'énergie libre d'un système hétérogène. Donc cette fois-ci, la fonction précédente de phi et de t, ça devient une fonctionnelle d'énergie libre, donc avec une intégrale sur le volume et une densité d'énergie. Cette densité d'énergie, elle a deux termes, un terme homogène qui est exactement le même que précédent, mais sous forme d'une densité, donc le F0, et puis ensuite un terme qui dépend à la fois de phi et de t. Et puis on a un autre terme, le kappa sur 2 fois la norme du gradient de phi, qui lui est associé justement aux interfaces, et d'une certaine manière à l'énergie de ces interfaces. Donc cette fois-ci, si on prend l'équilibre, il faut prendre la dérivée variationnelle de la fonctionnelle, et on se retrouve avec l'équation sur le Laplacien de phi qui est écrite en bas du slide. Cette équation-là, elle va nous donner justement typiquement le profil que je vous montrais tout à l'heure de transition sur ce paramètre d'ordre entre les deux phases. Donc loin des deux interfaces, on va retrouver les deux minima qu'on avait tout à l'heure, avec le plus ou moins racine de 1 moins t sur tc, et puis une transition qui est pilotée en particulier par le kappa, en termes d'épaisseur et aussi d'énergie. Voilà, donc la méthode de champ de phase, elle prend vraiment ses racines dans cette communauté-là, donc dans une communauté, comme vous l'aurez vu, physique finalement. Après, elle s'est développée bien au-delà, et pour plein d'autres communautés, la méthode numérique, c'est une méthode de suivi implicite d'interface dans un cadre lérien comme une autre. Donc la méthode de champ de phase, c'est mis au même niveau qu'une méthode level set, une méthode WOF, et ainsi de suite. Alors évidemment, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Vous avez là un diagramme d'araignée qui présente un petit peu une vision partielle d'où est-ce qu'on retrouve cette méthode de champ de phase, mais on la retrouve à beaucoup d'endroits avec des formulations qui peuvent être assez différentes. Je prendrai juste un exemple, c'est celui de la fissuration en mécanique, où c'est vraiment très différent parce que là, le profil d'interface n'est évidemment pas le même, puisque ce qu'on cherche à capter, c'est des fissurations, donc une variation rapide, mais pas du tout du même style que dans les transitions de phase précédentes. Donc là, encore une fois, moi, je vais l'aborder, cette méthode, sous l'angle de la modélisation du transport multiphasique, multicomposant. Et vous allez le voir quand je vais dire transport, en fait, ce que je veux dire, c'est de l'interdiffusion, et puis éventuellement de l'advection, mais ça, je ne m'étendrai pas sur le couplage entre ces méthodes-là et les écoulements. Donc quelques mots maintenant sur comment on dérive des modèles de champ de phase. Donc tout à l'heure, j'ai déjà parlé des paramètres d'ordre. Les paramètres d'ordre qui servent à décrire le système en tout point, finalement. On peut en avoir deux types, des paramètres conservés et des paramètres non conservés. Alors là, j'ai inversé mes notations, pardon. Pour conserver, je vais plutôt utiliser X, et pour non conserver, phi. Excusez-moi, il y a une coquille sur ce transparent. Donc typiquement, phi, ça va être une indicatrice de phase, donc phi j vaudra 1 dans la phase j et 0 ailleurs. Tandis que xi, ça peut être par exemple une fraction molaire d'éléments, de l'élément i. À partir de ces paramètres d'ordre, et puis de la température, éventuellement de la pression, enfin d'autres variables d'état, on va décrire l'énergie libre du système. Et dans ce formalisme de champ de phase, c'est déjà ce qu'on a vu dans la fonctionnelle précédente, on va introduire les gradients de ces paramètres d'ordre. Dans certaines communautés, on appelle ça aussi la théorie du second gradient. Ensuite, c'est une méthode qui s'inscrit dans la théorie d'Onsager, c'est-à-dire qu'on va écrire des relations linéaires entre les flux et les forces. Alors, là, je ne vous montre pas une dérivation à proprement dite d'un modèle, parce que suivant les communautés, justement, on peut avoir des manières assez différentes de les dériver. Ce qu'on peut retenir, c'est que ça appartient dans tous les cas à la thermodynamique des processus irréversibles, et que d'une manière très générale, surtout quand on a des écoulements, qu'on est dans un cas anisotherme, une manière assez propre de dériver ces modèles, c'est justement à la manière de De Groot et Mazur. Donc en écrivant finalement un ensemble d'équations d'évolution et en cherchant à obtenir les flux de manière à respecter le second principe. Donc en particulier, on écrit une équation pour l'entropie et on veut que la production d'entropie soit positive ou nulle. Donc ça, c'est une approche
euh, qui est bien connu dans les méthodes d'interface RED, bah, ça s'étend de la même manière à des interfaces diffusées à la méthode de champ de phase. Alors, c'est pas forcément comme ça que moi je vais vous le présenter, parce que je vais plutôt m'inscrire de la manière dont c'est dérivé dans la communauté champ de phase matériaux, disons. Donc, par contre, je vais le faire du coup en me restreignant au cas isotherme. Donc, dans ce cas-là, finalement, on n'a pas forcément besoin d'écrire l'entropie. On peut juste raisonner sur l'énergie libre du système qui doit décroître de manière à respecter le second principe d'entropie, de thermodynamique, pardon. Donc, du coup, le point de départ, ça va être une fonctionnelle de Ginzburg-Landau pour cette énergie libre. Donc, cette fonctionnelle, elle va contenir deux termes. Un terme de densité d'énergie de volume. Donc, je note 1 sur Vm F0. Donc, Vm, c'est le volume molaire. Et donc, F0, c'est une énergie molaire. Et puis, F1, qui là est un terme associé aux interfaces. Donc, c'est une densité d'énergie qui est associée aux interfaces. Donc, ça veut dire que loin des interfaces, cette quantité va être nulle. Et de manière générale, elle va être composée de différents termes. Une première fonction F1 sur laquelle on reviendra dans les modèles qui la mettent en jeu. Et puis ensuite, des termes de produits de gradient qui correspondent justement à la création des interfaces et leur pénalisation. À partir de cette fonctionnelle, ben, les dérivées variationnelles de F, ça va justement être les forces motrices qui s'appliquent au système et qui vont nous permettre de définir les flux dans les équations d'évolution pour nos paramètres d'ordre. Alors, il y a deux modèles particulièrement courants. C'est le modèle de Canillard pour des variables conservées. Donc là, on a une équation qui prend vraiment la forme d'une équation de conservation. Donc là, si je prends l'exemple d'un système multiphasique à n composants, avec comme paramètre d'ordre les fractions molaires, du coup, avec n-1 équation, puisque la somme des xi ou 1, on peut utiliser seulement n-1 équation, on va avoir n-1 équation indépendante de la forme suivante, donc qui sont vraiment des équations de conservation avec un flux qui est écrit à partir de la force écrite comme la variationnelle de f par rapport à x. Donc, F0, dans ce cas-là, c'est le terme consacré, c'est le paysage thermodynamique. Donc, on va en parler assez longuement parce que c'est dans ce cadre-là qu'on peut faire le lien avec CALFAD. Et c'est finalement ce qui représente l'équilibre global avec un nombre de phases qui peut aller jusqu'à n. Le terme F1, cette fois-ci, ben, justement, il ne compte que les produits de gradients. On voit bien qu'il y a ces coefficients de gradient, les kappa, qui sont là pour pénaliser la création des interfaces. Donc, c'est des coefficients qui sont liés à la fois à l'épaisseur, l'énergie de l'interface. On voit bien que si on les met à zéro, l'équation précédente, bah, c'est simplement, entre guillemets, une équation de diffusion. Et puis, les MIK, bah, c'est les coefficients cinétiques qu'on appelle mobilité dans ce cadre-là. Le deuxième modèle classiquement utilisé, c'est le modèle d'Allen-Kahn, qui lui s'adresse à des variables non conservées. Donc, comme elles sont non conservées, ben, ce n'est pas une équation de conservation. Là, on obtient des équations de relaxation. Donc, si je considère un système à n phases, typiquement, les paramètres d'ordre, ça va être des indicatrices de phase qui obéissent à des équations de type Allen-Kahn. Donc, à nouveau, on a n-1 équation indépendante de par la normalisation des indicatrices de phase. Alors là, les ingrédients prennent un sens un petit peu différent. Donc, F0, c'est finalement l'interpolation entre les énergies des différentes phases pures. Donc, on a des fonctions mathématiques, les pk, là, qui sont souvent des formes polynomiales qui permettent de faire cette interpolation. Et puis F0k, qui est l'énergie de la phase pure K. Voilà. Ensuite, F1, donc c'est la partie de contribution à l'interface. Donc là, on retrouve deux termes. On a un premier terme qui est le FW, qui est une fonction multipuis avec des minima, justement, qui vont correspondre aux différentes phases. Donc là, à droite, vous avez en rouge le tracé d'un double puits, donc dans le cas où je me place avec deux phases, avec des minima en 0 et en 1. Donc 0, ça représente une première phase, et 1, ça représente la deuxième phase en présence. Et puis à nouveau, pour ce qui est des interfaces associées entre ces deux phases, on a un produit de gradient qui apparaît avec des coefficients de gradient, donc, que je note encore ici kappa. Donc à nouveau, cette fois-ci, F1 au complet, cette formulation de F1, y est associée une épaisseur et une énergie des interfaces à l'équilibre. Ensuite, on a à partir de ces forces et de ces flux, on a à nouveau des coefficients cinétiques qui apparaissent.
donc, des MJK qui sont de nature assez différente, mais qu'on appelle aussi mobilité. Donc évidemment, en fonction des phénomènes qu'on cherche à modéliser, ces deux modèles peuvent apparaître de manière couplée suivant les choix qu'on a fait sur des paramètres d'ordre phi et x. Après, il faut aussi garder en tête qu'il y a d'autres modèles qui existent, qui sont en général dérivés de ceci. Par exemple, on a un modèle Alenkan dit conservatif, donc on rajoute un terme dans l'équation de manière à le rendre conservatif. Et pour certaines applications, du coup, ce modèle Alenkan conservatif peut se substituer à un modèle de Caniglia. Ce que vous aurez compris avec cette présentation assez générale jusque-là, c'est que c'est des modèles qui sont paramétriques, euh, qui ont pour vocation finalement de représenter des phénomènes variés à différentes échelles. Donc le choix des ingrédients qu'on met dedans, c'est justement la manière dont on va traiter quel phénomène on va traiter et à quelle échelle on va les traiter. Donc si je résume, les paramètres, ce sont la densité d'énergie de volume, les coefficients de gradient, le potentiel multipuits, donc dans le cas Alenkan, des fonctions d'interpolation éventuelles, et puis des paramètres cinétiques. Dans tous les cas, avant de rentrer vraiment dans le lien avec CalFAD, je voudrais insister sur le rôle de l'épaisseur d'interface dans ces modèles-là. Parce que la paramétrisation dont on va parler, elle est intimement liée à ce qui est assez naturel dans ces modèles-là, c'est-à-dire que l'épaisseur d'interface n'est pas une épaisseur d'interface physique, mais une interface qui est élargie de manière artificielle, parce que finalement, on représente des phénomènes à des échelles méso ou macro, et on n'est pas du tout à l'échelle physique de l'interface. Donc dans ce cadre-là, finalement, ce paramètre epsilon, c'est un paramètre numérique qui va dépendre en gros du maillage qu'on va pouvoir se payer. Par contre, ça a un impact. Ça veut dire que l'ensemble des paramètres qu'on va définir, eux, on les définit de manière physique, et comme par ailleurs on épaissit l'interface, on a quelque part une mise à l'échelle de ces paramètres par rapport à cette épaisseur qui va devoir être faite, et qui doit être faite rigoureusement si on veut avoir un modèle quantitatif. Donc ça se fait par l'analyse mathématique du modèle, en particulier des limites d'interface raides ou fines, donc par des développements asymptotiques raccordés, et puis aussi, suivant les cas, sur des contraintes phénoménologiques que l'on se donne. Maintenant, je vais vous donner un exemple de deux modèles, une espèce de comparaison entre deux modèles de Caniglia. L'objectif de cette partie-là, c'est de vous montrer à quel point ces équations, elles peuvent, en fonction des ingrédients qu'on met dedans, représenter des phénomènes différents. Et que finalement, je dis modèle de Canillard partout, mais plutôt que de dire modèle, je devrais juste dire équation, parce que Canillard, c'est pas vraiment le papier de Canillard était bien associé à une thématique, mais ce que je veux dire, c'est que cette équation, on l'utilise pour des modèles très variés derrière. Donc les deux exemples que je vais prendre, c'est des cas où c'est couplé à Navier-Stokes, mais on va l'oublier pour la discussion que je vais avoir. Ces deux cas, dans le premier, on traite un suivi d'interface pour 3 phases liquides immiscibles pures, donc il n'y a pas de notion de composition. Donc c'est ce que vous voyez à gauche, avec une phase en vert, une phase en bleu, une phase en rouge. Et là, en l'occurrence, une goutte rouge qui traverse le vert et ensuite le bleu en montant. Le cas numéro 2, c'est un suivi d'interface et le transfert de masse, mais pour cette fois-ci, 2 phases liquides immiscibles à 3 composants. Donc là, c'est ce que vous avez dans la figure de droite. Vous avez initialement 2 phases avec une phase lourde en dessous d'une phase légère, un transfert de masse qui s'installe entre les 2 phases de telle sorte que la phase du dessus va s'alourdir et finir par être plus lourde que la phase du dessous, de telle sorte qu'on est dans une configuration instable et on a des instabilités de Rayleigh-Taylor qui vont se développer. Ces instabilités se développent jusqu'à revenir à une stratification stable avec le lourd en dessous et le léger au-dessus. Ce qu'on va voir, c'est que ces deux systèmes qui sont quand même distincts, c'est les mêmes équations, mais avec des paramétrages différents. Et c'est aussi des systèmes qui ont été écrits avec les mêmes contraintes de consistance vis-à-vis des sous-systèmes. Alors, le modèle 1, celui qui est pour 3 phases pures, les données physiques d'entrée que l'on se donne, ce sont les tensions interfaciales entre les 3 phases, donc les sigma 1, 1,2, sigma 1,3, sigma 2,3. Et après, en fait, tout découle de ces quantités-là et du fait qu'on a envie d'avoir un système qui dégénère correctement quand on n'a que 2 phases en présence et qui ne va pas créer une 3e phase quand on n'a que 2 phases, par exemple. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le paysage thermodynamique, le F0 précédent, dans ce cadre-là, en fait, c'est une fonction analytique qui est complètement construite à partir des coefficients de gradient. Il n'y a pas de physique dans cette fonction analytique et dans le paysage thermodynamique. Et pour ce qui est du paramètre des mobilités, à nouveau, il n'y a pas de physique dedans, ça ne représente pas un processus de diffusion, ça ne représente pas un processus physique.
Le M0 qui reste à la fin, c'est un paramètre numérique qui est juste là pour faire en sorte que le système soit stable, au sens de le profil d'équilibre de l'interface doit être maintenu en fonction du temps. Donc ça, avec des écoulements, c'est quelque chose qu'on relie au nombre de Peclet et des contraintes associées à un nombre de Peclet. Dans le modèle numéro 2, ce n'est pas du tout la même construction, puisque là, on a bien des processus diffusifs entre ces deux phases. Et en fait, c'est typiquement un exemple où on a envie de tirer parti d'une base thermodynamique pour représenter le paysage thermo et écrire l'énergie libre de notre système. Donc là, vous avez un exemple sur UOZR sur lequel je vais revenir après, avec dans la lacune de miscibilité, on a deux minima qui sont représentés par ce paysage-là. Donc là, cette fois-ci, on s'impose ça. À partir de là, il faut aussi qu'on choisisse les coefficients de gradient. Donc là, on va essayer aussi de faire intervenir la notion de tension interfaciale, parce qu'on a aussi envie de contrôler les énergies d'interface. Et à nouveau, la tension interfaciale, c'est une quantité physique sur laquelle on peut espérer avoir des données. Donc typiquement, on va se raccrocher dans ce modèle-là à la tension interfaciale sur des cas binaires qui présentent une lacune de miscibilité. On va pouvoir faire le lien entre les coefficients de gradient et ces tensions interfaciales. Et puis pour finir, la partie cinétique, les mobilités, cette fois-ci aussi, ça va être c'est entre guillemets la physique qui va nous la donner, puisque le processus associé, c'est de l'interdiffusion. Donc là, on va pouvoir revenir à une formulation avec le changement de référentiel et tout ça, pour faire apparaître les coefficients d'autodiffusion, par exemple, dans la formulation qui est proposée là. Donc vous voyez qu'on a, à part pour les tensions interfaciales qui apparaissent dans les deux, les autres ingrédients, dans un cas, viennent de la physique et dans l'autre ne viennent absolument pas de la physique. Et avec le même jeu d'équations, on obtient ainsi deux modèles différents au sens des phénomènes qu'ils simulent. Il y a un point commun tout de même entre ces deux modèles, c'est la mise à l'échelle des paramètres d'interface. Donc la mobilité qui est proportionnelle à epsilon, les coefficients de gradient qui le sont aussi, et puis le paysage thermodynamique qui, lui, est inversement proportionnel à epsilon. Donc ça, ce paramètre, comment dire, cette mise à l'échelle, elle vient du fait de vouloir découpler dans les deux modèles l'épaisseur de l'interface de son énergie. Puisque l'épaisseur, elle est numérique, comme je vous dis, ça va dépendre en gros du maillage, tandis que l'énergie de cette interface-là, elle, c'est physique, et en particulier, pour une interface plane à l'équilibre, on a envie que ça soit cohérent avec les tensions interfaciales qu'on a utilisées pour paramétrer le modèle. Et puis pour ce qui est des mobilités, quelque part, alors pas dans le premier modèle, mais dans le deuxième, c'est parce qu'on a envie d'avoir un temps macroscopique du processus diffusif qui est indépendant aussi de cette épaisseur-là. Donc voilà, donc je voulais insister sur cette mise à l'échelle des paramètres qui est un point fondamental et qu'il faut avoir traité en amont finalement pour ensuite pouvoir vraiment parler des paramètres thermodynamiques. Donc une fois qu'on a conscience de ces mises à l'échelle, on peut ensuite parler des paramètres thermodynamiques et ça va être la suite de mon exposé où je vais faire le lien avec alpha. Donc les paramètres thermodynamiques, c'est F0 et puis les coefficients de gradient qu'on relie à des tensions de surface. Alors ces fermetures thermodynamiques, donc l'exposé va être découpé en deux parties. Une première justement sur F0 et une deuxième sur les tensions interfaciales. Avant de commencer, je vais vous présenter les deux cas d'études qui vont me servir pour cette discussion. Donc il y en a un qui est relatif aux accidents graves des réacteurs nucléaires et le deuxième à la vitrification des déchets nucléaires. Pardon. Donc le premier, c'est le contexte du corium. Donc quand ça fond dans un réacteur lors d'un accident, on a un mélange d'uranium, de zirconium partiellement oxydé des gaines qui se retrouve éventuellement dans le fond de la cuve et qui va faire fondre des structures en acier, donc ajouter du métal fondu. Dans une stratégie où on cherche à retenir cette quantité-là, le corium au fond de la cuve, on va refroidir la cuve à l'externe. Et cette stratégie, elle fonctionne bien si justement les flux de chaleur ne sont pas trop importants et font en sorte qu'on arrive à évacuer la chaleur par la convection de l'eau à l'extérieur. Pour évaluer ces flux de chaleur, en fait, on s'intéresse au comportement du corium au fond de la cuve. Et ce comportement, il est largement impacté par la ségrégation principalement gravitaire des phases oxydes et des phases métalliques associées. Donc on se place dans un système UOZR+, alors l'acier en première approche, on peut dire que c'est le fer, donc dans un système quaternaire qui à l'équilibre va avoir deux phases en présence, une phase métallique et une phase oxyde. Mais au cours du processus,
dans le fond de cuve, on peut avoir différentes stratifications qui sont liées à un couplage justement entre les transferts de masse interfaciaux qui peuvent amener à des modifications des masses volumiques, qui peuvent créer des instabilités de Taylor et des changements de topologie. C'est typiquement l'exemple numéro 2 du modèle de canillard précédent que je vous montrais. Le deuxième cas d'application, lui, c'est l'étude du procédé de vitrification des déchets pour des verres qui contiennent du molybdène. Dans ces verres-là, donc typiquement, dans mon exposé, je vais me contenter du verre modèle ternaire SiO2, Na2O, MoO3. On a finalement un verre qui peut faire, comment dire, au cours du procédé de vitrification, on peut avoir une démixion liquide-liquide avec la formation d'une phase secondaire qui est riche en molybdène à l'intérieur de la phase continue. Évidemment, ça a un impact sur les propriétés rhéologiques électriques du liquide à haute température, donc pour le procédé d'élaboration lui-même. Et puis, ça peut avoir un impact sur l'homogénéité du verre après refroidissement, donc c'est pour ça que c'est étudié dans ce cadre-là. Donc, je rapproche ces deux cas d'études parce qu'en fait, dans les travaux que je mène, c'est des choses qui ont été rapprochées au travers de collaborations avec d'autres équipes du CEA, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, les phénomènes mis en jeu étaient les mêmes, donc avec des transitoires de ségrégation de phase à l'intérieur d'une lacune de miscibilité, en plus avec un couplage éventuellement avec l'hydrodynamique. Donc, c'est des travaux qui ont été initiés indépendamment. Donc, sur le verre, c'est Sophie Schuller à Marcoule, Alain Cartalade au DM2S à Saclay. Et puis sur le corium, c'est moi avec des étudiants. Et tout ça, ça s'est fait en collaboration avec justement les gens qui travaillent sur CalFAD, en particulier Stéphane Gosset et Christine Guénaud du CEA Saclay. Donc, les approches de modélisation retenues étaient les mêmes, donc c'est aussi ce qui a facilité le rapprochement. Et puis, il y avait cette volonté dans les deux cas de tirer parti de la connaissance qu'on a dans une base thermodynamique CalFAD. Et donc, ce rapprochement, il s'est opéré au travers de collaborations avec des travaux d'étudiants, donc de thèse et un postdoc. Alors, dans ces deux cas d'application, on a des modèles de champ de phase qui sont différents. Donc, je vais les parcourir en même temps et discuter justement des fermetures thermodynamiques. D'abord, sous l'angle du paysage thermodynamique. Alors, pourquoi c'est des modèles différents? Justement parce qu'initialement, il y a un choix a priori qui est fait sur la représentation de F0. Donc, on est dans un système qui est dans une lacune de miscibilité. Là, j'ai mis les diagrammes de phase ternaire pour UOZR et pour le verre modèle. Donc, dans les deux cas, on a une lacune de miscibilité qui est présente. Dans cette lacune de miscibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que F0 est non convexe. Dans le cas du corium, on a choisi d'utiliser directement un F0 qui est non convexe et d'utiliser un modèle de canillard. Ça a l'intérêt d'avoir un modèle qui est plus proche de la donnée thermodynamique, mais c'est aussi un modèle qui n'est pas facile à paramétrer dans le cas N composants. Dans le cas du verre, le choix a été fait de distinguer a priori deux phases liquides, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on va faire une approximation par rapport à ce paysage thermo. On va considérer qu'on a un paysage thermo au voisinage de l'équilibre du premier liquide, et puis un paysage thermo au voisinage de l'équilibre associé au second liquide. Donc ça, c'est tout à fait compatible avec un modèle d'Allen-Kahn, où justement, on va être dans un système diphasique avec phi qui est l'indicatrice de phase qui nous fait passer continuellement de la phase L1 à la phase L2. Alors, ce qu'il faut ajouter dans ces modèles d'Allen-Kahn, c'est qu'a priori, pour être cohérent avec les conditions d'équilibre aux interfaces qu'on connaît, c'est-à-dire une continuité des potentiels chimiques et donc un saut sur les compositions, il faut introduire une fermeture supplémentaire dans ces modèles-là qui se traduit par le fait que on va distinguer une composition du liquide 1 et une composition du liquide 2, donc ce que j'ai noté XL1, XL2, en fonction de X qui, elle, est la composition moyenne dans la zone d'interface. Là, on n'a pas une interface raide, on est dans une zone d'interface diffuse où on a un mélange entre les deux. Et l'équivalent de ce qu'on connaît avec un saut de composition et continuité des mu, ça peut se traduire dans ce cadre-là par deux formulations, mais qui représentent la même chose et qui sont équivalentes. Donc une formulation dite de Kim-Kim-Suzuki et une formulation qui, elle, s'écrit plutôt en grand potentiel. Donc là, c'est finalement un choix de variable. Est-ce qu'on va plutôt raisonner en mu ou plutôt raisonner en x? Donc ça, je vais le passer sous silence, mais il faut garder en tête que
Après, je vais parler plus que de F0L1, F0L2, mais associé à ça, justement, il y a les compositions XL1, XL2, et il y a des opérations supplémentaires à faire. Alors, avec un modèle d'Allen-Kahn comme ça, on a un paramétrage qui est plus aisé du modèle, parce que là, on verra après qu'on a comment dire, la notion de tension de surface et d'épaisseur d'interface, comme on est dans un cas biphasique, c'est direct, c'est facile, c'est directement analytique, ce qui n'est pas le cas avec Canillard dans le KNR. Par contre, ça limite le périmètre de modélisation, puisqu'on ne pourra pas faire de la décomposition spinodale comme on peut se l'offrir avec Canillard. Et finalement, c'est un modèle qui va s'adresser finalement à la croissance d'une phase secondaire à l'intérieur de la phase primaire dans le cas du verre. Donc là, j'ai résumé les formulations des deux modèles. Donc pour le corium, le modèle de Canillard avec n-1 équation de conservation, le modèle d'Allen-Kahn avec n-1 équation de conservation, qui sont finalement des équations de diffusion écrites en mu, tout simplement, et puis l'équation d'Allen-Kahn précédente. Donc en bleu, j'ai mis les paramètres qui sont associés au paysage thermodynamique dans une couleur assez indéfinie, on va dire saumon A et KKL des coefficients, et puis epsilon et sigma, donc c'est des coefficients qui dans tous les cas sont liés à l'énergie de l'interface et son épaisseur, et puis en marron, les coefficients de mobilité dont on a déjà parlé. Donc là, on va regarder plus en détail comment on obtient F0, F0L1, F0L2 à partir justement d'une base thermodynamique. Donc je vais commencer par le corium. On a fait une démarche incrémentale, on n'est pas parti tout de suite sur le quaternaire. On a commencé par le système binaire UO qui a lui-même une lacune, ensuite le ternaire pour arriver au cas général. Donc je vais suivre ça parce que ça permet de comprendre pourquoi c'est pas si direct que ça. Et je vais commencer d'abord par un modèle particulier pour la donnée thermodynamique de la base. Je vais considérer un modèle associé. Donc ça correspond à la base Nucléa qui est développée à l'IRSM. Donc on a un seul sous-réseau et ce sont les composés stoichiométriques qui sont les constituants du sous-réseau. Donc là, la question qu'on se pose, c'est comment on va faire le lien entre ce GM liquide et le F0. Donc là, le truc, c'est que le F0, on l'a écrit pour des fractions molaires des éléments. Alors, quand on se place dans le système binaire, on va faire le choix d'écrire une équation de Canillard pour x0. Donc, ce qu'on va vouloir, on va vouloir faire le lien entre YU, YO, YUO2 et puis ce x0. Alors, la somme des YA vaut 1, donc on peut enlever 1 degré de liberté. On peut réécrire une nouvelle fonction qui ne dépend que de Y0, YUO2. Et puis, dans le cas particulier de l'application qui nous intéresse, le corium est toujours sous-stoichiométrique. Donc, ça veut dire qu'initialement, on est toujours à UO2 moins X et on ne fera jamais apparaître de plus X. Donc, on peut dire que Y0 est nul, à la fois initialement et par l'équilibre vers lequel on tend. Donc là, on est dans un cas où, en ajoutant ça, on peut complètement analytiquement faire le lien entre F0 et puis ce GMT liquide, simplement en exprimant YUO2 à partir de XO. Donc là, on a un lien univoque et purement analytique. Maintenant, si je passe au système ternaire, alors si c'était toujours comme ça n'aurait pas mérité un exposé, évidemment. Si je passe au système ternaire, donc là, l'ensemble des constituants du modèle associé, c'est U, ZR, O, UO2, ZRO2. Et on va écrire un modèle de Canillard, par exemple, en UZR. Donc à nouveau, la somme des YA vaut 1, on a un corium sous-stoichiométrique. Donc ça nous permet d'éliminer 2 des Y. Par contre, on voit qu'on en a encore 3 finalement. On peut écrire un G tilde qui est en fonction de YU, YZR et YZRO2. Alors comme on est comme on va plutôt écrire des équations de Canillard, on va plutôt écrire un G tilde liquide, en fonction de XU, XZR et YZRO2. Donc ça, c'est analytique. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a 1 degré de liberté de trop, puisqu'on a YZRO2, qu'on ne peut évidemment pas relier directement à XU, XZR. Alors, à quoi il est associé ce degré de liberté? Finalement, il est associé au mécanisme redox. Alors, si je le fais au sens du modèle associé, qui est qu'une vision, je ne dis pas que le liquide est composé de molécules d'iodo et d'uranium libre ou de zirconium libre, mais si je le prends avec les constituants du modèle associé, je peux avoir un déplacement des équilibres redox en fonction de ce qui se passe dans mon système. Et donc cette variable YZRO2, elle représente ça. Alors, si on veut traduire ça, l'approche générale, c'est d'ajouter aux équations de Canillard précédentes des équations d'évolution supplémentaires, par exemple de type Allen-Kahn. Par contre, forcément, il faut introduire des informations supplémentaires de type cinétique réactionnelle.
Au-delà du fait qu'évidemment, enfin pas évidemment, mais en tout cas pour les systèmes qu'on a, on n'a pas vraiment de données là-dessus. En plus, en réalité, c'est pas facile derrière de manipuler ces systèmes et de garder une consistance, euh, quelle que soit la base. Alors quand je parle de consistance, c'est typiquement que mon système que j'ai écrit pour UOZR, si j'ai plus de zirconium, il dégénère correctement vers le système UO. Et ça, c'est pas forcément si trivial que ça. Alors, pour le cas d'application du corium, en fait, on n'a pas fait comme ça. Enfin, on a regardé un peu et puis on a décidé de faire autrement. Comme on est à très haute température, on a des expériences typiquement d'oxydation des bains de corium qui nous montrent que c'est raisonnable de faire l'hypothèse qu'on est à l'équilibre local instantané des mécanismes redox. Autrement dit que ces mécanismes redox, c'est jamais eux qui sont la cinétique limitante qui pilote le système. Donc si on dit ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut définir une fraction YZRO2 d'équilibre associée à un inventaire en UZR traduit par XUXZR qui correspond à l'annulation de la dérivée du G tilde que j'ai défini précédemment. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, on a cette fonction grand YZRO2 de XUXZR qui représente cette fraction à l'équilibre. Et du coup, on peut faire le lien entre notre F0 et ce G tilde liquide. Alors, du coup, ça fonctionne. Ça nous a permis de faire le lien. Par contre, c'est pas complètement satisfaisant parce que on l'a fait pour UOZR, c'est pas le système complètement d'intérêt, on veut aller vers UOZR acier. Donc comment on fait dans le cas général? Et puis en plus, là, tout le raisonnement, je l'ai tenu pour un modèle d'une base thermo particulier qui est le modèle associé. Si je suis sur le modèle de liquide ionique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en fait, ce qu'on peut réaliser à ce moment-là, c'est que l'hypothèse d'équilibre local instantané des mécanismes redox, ça se traduit tout simplement par le fait de considérer les équilibres phasiques que j'ai introduits au tout début. Donc, pour une phase donnée, avec un outil de minimisation de l'énergie de Gibbs comme OpenCalFan, je peux lui demander d'équilibrer, entre guillemets, les fractions des constituants de manière à minimiser l'énergie pour un inventaire des éléments donnés. Et bien ça, finalement, ce G-liq EQ que j'ai noté là, c'est exactement le G tilde liquide précédent. Donc là, ça nous donne une manière de faire le lien entre une base CalFAD et des modèles champ de phase qui est très générale, donc qui fonctionne pour tous les systèmes qui vont nous intéresser pour le corium et qui fonctionne a priori, quelle que soit la base CalFAD considérée, et en particulier pour un modèle de liquide ionique que je mentionne puisque c'est le modèle qui est dans la base TAFID, qui est un projet OCDE-NEA et qui est alors pas piloté, mais en tout cas Christine Guénaud est la chair de ce projet-là. Et donc, le CEA est très impliqué dans ce projet. Alors maintenant, si je vais sur le verre, alors je vais uniquement prendre le cas du verre ternaire SiO2, Na2O, MoO3, en gardant en tête que pour un verre quaternaire qu'on regarde maintenant, c'est la même chose. Alors là, la base CalFAD qu'on considère, c'est une base qui est développée toujours à Saclay. C'est une base pour le quaternaire SiO-NaMO. Qui a été développé en particulier dans la thèse de Bordier, encadrée par Stéphane Gosset. Donc là, on a un modèle de liquide ionique avec les deux sous-réseaux qui sont décrits ici. Donc, comme pour le corium, on va partir, je ne vais pas vous refaire l'histoire, on va repartir de la même quantité, donc l'énergie de Gibbs définie au sens des équilibres phasiques, donc une fonction directement des fractions des éléments. Par contre, là, on est dans un système qui présente une chose un petit peu particulière. Vous pouvez voir que dans le réseau des anions, il n'y a pas de lacunes. Ce que ça fait, en fait, c'est qu'on est dans un système qui est toujours stoichiométrique. Donc, on a une dégénérescence du système quaternaire, au sens des éléments, vers un système ternaire des composés stoichiométriques. Ce qui est voulu, hein, puisque le verre qu'on veut représenter, c'est le verre SiO2, Na2O, MoO3. Par contre, au sens de la donnée CalFAD, nous, on travaille bien avec une énergie libre phasique qui dépend des éléments. Donc ça se traduit par le fait, comment dire, pardon, ça se traduit par le fait que l'espace des paramètres, dans l'espace dans lequel les X vont pouvoir vivre, va dégénérer vers l'espace T que j'ai nettoyé ici, tel que on ait une relation entre XO et les X des autres éléments, qui correspond à la stoichiométrie des trois composés qui sont là. En pratique, on va écrire un modèle de champ de phase pour X SiO2 et X Na2O. Alors, pour faire le passage, comment on fait? On écrit une énergie libre en X SiO2, X Na2O,
en introduisant justement une fonction qui nous permet de passer de x SiO2 xNA2O au x en éléments. Et cette fonction, elle est inversible sur T, justement par la dégénérescence du système que j'ai précisé avant. Alors, comment on fait ça? Du coup, à partir de là, on peut avoir une relation analytique entre cette énergie libre décrite en x SiO2 xNA2O et puis le GM liquide Q de la base thermodynamique. Alors, si on a utilisé un modèle de Canillard, on aurait gagné et on pourrait directement utiliser ce FOM pour le F0 moyennant le coefficient de scaling en 1 sur 1. Donc, voilà. Donc là, on a réussi à faire le lien de manière générale. Par contre, pour un modèle d'Allen-Kahn, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas vouloir retenir la non-convexité de F0. On va distinguer tout de suite deux liquides proches des points d'équilibre. Et donc là, il va falloir qu'on rajoute un élément de modélisation dans le système pour définir les FL1 et FL2 à partir de FOM. Donc ça, je vais y revenir juste après. Donc, pour ce qui est du lien direct entre FOM et G liquide, donc le lien il est bien direct sur le papier, il n'y a pas de souci, en passant par les équilibres phasiques que j'ai mentionnés précédemment. Après, en pratique, comment on fait? En pratique, on peut faire un interfaçage direct avec une base thermodynamique en utilisant un minimiseur de l'énergie de Gibbs. Mais ça, c'est à la fois cher et puis ça pose la question des robustesses dans la convergence des calculs d'équilibre. Donc en pratique, c'est limité au cas 1D. Et c'est d'autant plus vrai si on a des modèles champ de phase qui sont couplés avec l'écoulement, auquel cas ça devient vraiment irréaliste de vouloir faire ça. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc je vais passer sur l'exemple juste pour dire que c'est quand même ce qu'on a fait dans une première phase sur le corium, à travers justement pour mettre en place tout cet interfaçage et tout ce que je vous ai présenté avant et faire des premiers tests. On était purement en diffusif en 1D. Et donc là, on a fait des appels directs avec OpenCalFat. Au-delà du 1D, là, il y a beaucoup d'approches qu'on peut utiliser. Ça peut être des fonctions analytiques qu'on calibre par rapport à la donnée CalFAD, ou alors ça peut aller jusqu'à des métamodèles pour construire ce paysage thermo. Donc là, je vous ai mis une référence sur un papier relativement récent qui cite une approche en particulier, puis surtout fait une revue bibliographique assez détaillée de comment on peut faire. Alors dans les travaux du corium, on est parti, quand on est allé vers le couplage avec l'écoulement, typiquement, on est plutôt allé d'abord vers une fonction analytique calibrée. Donc ce qu'on a pris, c'est que pour une conote donnée, en fait, si on prend le paysage thermo et puis qu'on lui retranche le plan tangent associé à l'équilibre, on a un paysage thermo qui s'approche assez bien par un produit de paraboloïdes. Donc là, vous avez les expressions des paraboloïdes où on se permet de faire tourner les paraboloïdes et puis d'avoir des puits qui ne sont pas circulaires mais qui sont en forme d'ellipse. Et puis là, vous avez justement ce paysage thermo. Donc à gauche, vous l'avez directement à partir de la base nucléaire. Au milieu, vous avez un paysage qui correspond au produit des deux paraboloïdes qui a été calibré sur le paysage précédent. Et puis, à titre de comparaison, à droite, vous avez des paraboloïdes où cette fois-ci, on ne s'est pas permis de faire tourner les puits. On s'est juste permis on a juste donné une largeur au cercle finalement. Donc, on voit que la déformation qu'on a dans le vrai paysage à gauche, on peut la capter au moins partiellement et surtout, on arrive à la capter proche des puits avec une forme de paraboloïde à partir du moment où on se permet de les orienter. Alors que si on ne les oriente pas, là, on n'obtient pas du tout la bonne chose. Donc ça, pour des simulations couplées à la CFD, c'est là où on se situe pour l'instant. Pour le verbe, en fait, on va faire la même chose. Simplement, on va considérer un paraboloïde par puits. Et on va faire un calage des paramètres des paraboloïdes au voisinage de chacun des puits. Et donc là, vous avez un exemple de simulation associé à ça, qui correspond au mûrissement d'Oswald. Donc, comme j'ai dit, vous avez une phase secondaire riche en molybdène. Et donc, le mûrissement d'Oswald, ça va être la disparition des petites inclusions au profit des plus grandes. Et puis, vous avez au milieu la loi que doit suivre l'évolution des rayons en fonction du rayon moyen en fonction du temps, qui est à peu près bien reproduite par le système. Voilà, donc ça, c'était la partie où on a fait le lien sur le paysage thermodynamique et une base CalFAD. Donc, on a vu qu'il y avait eu un travail sur le papier pour le faire. Et puis après, une mise en pratique sur ces deux exemples. Maintenant, je vais passer rapidement sur la deuxième partie.
c'est que pour ces simulations, évidemment, on a besoin du paysage thermodynamique donc, qui représente l'énergie libre du système homogène, mais on a aussi besoin de données de type tension interfaciale pour piloter justement l'énergie des interfaces. Donc, quand on se dit qu'on va utiliser les données d'une base CalFAT pour faire ça, une manière de faire, c'est de passer par l'équation de Butler. Donc, cette équation de Butler, finalement, c'est une vision des interfaces RAID cette fois-ci, donc à la Gibbs. Et c'est finalement une extension des conditions d'équilibre classiques qu'on connaît, qui viennent de Gibbs. Donc, on introduit finalement entre une phase alpha et une phase bêta une interface gamma qu'on va considérer entre guillemets comme une phase, sans préciser son épaisseur et sa structure, simplement en considérant qu'elle peut être représentée par une composition au travers d'une énergie de Gibbs associée à cette interface-là. Et les conditions d'équilibre, elles se traduisent par l'équation qui est là, c'est-à-dire la tension de surface, donc l'énergie interfaciale, qui est égale à une différence de potentiel entre le potentiel réduit de l'interface et le potentiel des phases alpha-bêta, divisé par des surfaces molaires partielles. Alors ce modèle-là, quand on l'applique à des interfaces liquides-solides, liquides-gaz, il faut faire des hypothèses supplémentaires. Quand on l'applique à une interface cohérente et en particulier dans une lacune de miscibilité, il n'y a pas beaucoup plus d'hypothèses à faire parce que l'énergie de Gibbs qu'on va associer à l'interface, elle vient naturellement de l'énergie de Gibbs des phases alpha et bêta, qui est la même, puisque c'est la non-convexité de cette énergie de Gibbs qui traduit le fait qu'on ait une décomposition en deux phases dans une lacune de miscibilité. Donc c'est assez naturel de se dire que la fonction énergie libre associée à notre interface, ça va être à nouveau la même. Là où il faut faire des hypothèses après, c'est pour avoir les surfaces molaires partielles qu'on relie de manière, à travers des modèles assez simples, au volume molaire partiel des éléments. Et après, cette équation de Butler, ça revient à trouver la composition de l'interface telle que on ait un système non linéaire qui soit résolu, qui est associé au fait de dire que sigma i égale sigma n. Donc le sigma i, c'est la quantité précédente, où la différence de potentiel, je l'ai évaluée vis-à-vis des potentiels pour l'élément i. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va retrouver la même idée que précédemment pour faire ça. C'est-à-dire que cette équation de Butler, elle fait intervenir des G qui sont écrits pour des éléments, puisqu'on va vouloir parler en éléments à ce niveau-là. Donc, à nouveau, pour faire le lien avec CalFAT, notre donnée de base, ça va être l'énergie de Gibbs associée à ces équilibres phasiques que j'ai réécrit ici, ce que j'ai appelé équilibre local ici. Après, pour le système Corium, il y a une spécificité supplémentaire, c'est le fait que le volume peut dépendre de la composition en éléments. Parce que, par exemple, si je décris la densité avec une loi de mélange idéale, elle va se faire avec une loi de mélange idéale, certes, mais pas vis-à-vis des éléments, ça serait complètement faux, mais plutôt vis-à-vis des espèces. Donc, du coup, en ce sens, si on veut résoudre correctement le système précédent avec les surfaces molaires partielles qui dépendent des volumes molaires partiels, il faut tenir compte de la dépendance à la composition. Et donc, on obtient une boucle itérative où on va évaluer les volumes en fonction de la composition par une méthode de différence finie. Et on va itérer jusqu'à ce qu'on ait convergence à la fois sur les volumes et à la fois sur la composition de cette interface. D'un point de vue numérique, il faut mettre en place certaines méthodes un petit peu robustes, sinon on peut faire un peu n'importe quoi, mais c'est un système qui est soluble et on a pu sur les systèmes d'intérêt le montrer. Alors, je ne vais pas détailler ce transparent-là parce que je vois que l'heure tourne, pardon. Juste pour vous dire que la méthode, elle fonctionne, c'est bien donc l'équation de Butler pour obtenir des tensions de surface, pour fermer des modèles champ de phase, c'est quelque chose de tout à fait valable. Par contre, c'est toujours pareil, à un moment donné, on en revient à, justement, on a tout fait reposer sur la base CalFAT, donc encore faut-il que cette base-là, elle soit costaud. En particulier, quand on fait, quand on fait cette équation de Butler, finalement, on utilise les potentiels chimiques qui sont extrapolés hors des points d'équilibre globaux, puisque l'interface, justement, elle a une composition différente des compositions des deux phases. Et donc là, dans le cas du corium, la connaissance du liquide n'est pas suffisante pour que, quand on fait les calculs avec cette base-là, on ait quelque chose qui puisse être jugé de prédictif. Donc ça, on l'a vu en comparant les deux bases précédentes, Nuclea et Tafadi, qui sur des équilibres globaux donnent la plupart du temps des choses tout à fait cohérentes. Mais là, on s'est retrouvé
avec des écarts très importants sur les tensions de surface qu'on a pu directement ramener au fait que quand on trace les potentiels chimiques en fonction de la composition, hors des points d'équilibre globaux, on a des variations qui ne sont pas forcément du même ordre. On a un facteur 3 entre les deux bases, là pour le système du UO à une certaine température. Et ce qu'on essaye de faire dans une thèse qui est en cours maintenant, c'est justement d'essayer de se dire, les tensions de surface liquide-liquide, on ne les mesurera jamais. Par contre, ce qu'on peut mesurer, c'est des tensions de surface liquide-gaz. Et est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette très forte sensibilité de ces énergies interfaciales à la donnée CALFAD pour justement améliorer les bases de données CALFAD. Donc ça, c'est la thèse d'Arthur Tournex qui est en cours. Donc cette équation de Butler, on l'a aussi utilisée pour les verres, toujours en suivant la même logique. Donc c'est la même chose, simplement il y a toujours le même passage entre le quaternaire en éléments et les composés stoichiométriques. On a eu certaines difficultés supplémentaires d'un point de vue numérique avec des non-convergences sur les calculs d'équilibre locaux dont je parlais tout à l'heure. Donc on a fini par, utiliser une stratégie de tabulation interpolation, et ce qui nous a permis d'évaluer les tensions de surface. Alors cette fois-ci, les volumes molaires, on ne les avait pas forcément toutes, donc on avait fait par exemple une sensibilité sur le volume molaire de MO3. Et tout ce travail sur Butler, ça a été pérennisé dans un outil interne CEA, mais qu'on pourrait facilement partager, qui sert justement maintenant pour la thèse d'Arthur qui poursuit sur la calibration d'une base CALFAD avec des données de tension interfaciale. Donc là, ce qu'on peut retenir à nouveau, c'est que l'équation de Butler plus une base de données thermodynamique, c'est une manière d'avoir des tensions interfaciales pour fermer des modèles de champ de phase. Voilà, donc ça conclut mon exposé. Donc, je vous ai fait un tour rapide sur la méthode de champ de phase comme une méthode de modélisation de phénomènes de transport multiphasique multicomposants au travers d'applications, donc au CEADES, la stratification du corium, la démiction dans un verre. Et j'ai insisté sur les fermetures thermodynamiques de ces modèles, donc à la fois le paysage thermodynamique et l'énergie d'interface, et la manière dont dans les deux cas, on peut faire le lien avec une base thermodynamique. Ce lien est vraiment intéressant pour aller vers des simulations quantitatives, et par contre, il n'est pas forcément aussi direct qu'il n'y paraît de prime abord, à la fois d'un point de vue théorique, en tout cas d'un point de vue papier, parce que finalement, quand on parle de modèle d'énergie de Gibbs, encore faut-il préciser les variables mises en jeu, et on voit que pour passer de l'énergie de Gibbs phasique, enfin d'une phase dans une base CALFAD à l'énergie de Gibbs du modèle champ de phase, il y a un travail d'analyse, voire d'approximation qui est à faire. Donc c'est ce dont je vous ai parlé. Et puis d'un point de vue pratique, comme je vous ai dit, pour faire du 2D ou du 3D pour des calculs robustes et efficaces, on peut dans tous les cas pas faire un appel direct aux bases thermodynamiques avec un minimiseur d'énergie de Gibbs. Donc là, il faut passer par exemple des métamodèles. Donc c'est quelque chose qui est un axe de recherche d'actualité. Et ça, c'est d'autant plus vrai si on considère des modèles anisothermes, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas fait varier la température. Mais évidemment, si en plus on a un modèle qui est couplé à une équation d'énergie qui fait varier la température, l'espace dans lequel l'espace dans lequel on fait varier ces paramètres thermodynamiques augmente. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on regarde pour la fusion d'une pastille combustible dans les travaux de Clément Introini et de la thèse de Clément Plumcott. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ça aurait dû être des films là qui défilent avec une goutte de corium qui monte, qui descend, et puis la démiction dans un verre, mais j'ai dû convertir en PDF, donc vous ne les voyez pas, j'en suis désolé. Merci pour votre attention. Merci Romain. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un a une... Ah si. Alors, question donc de Charles-André. Bon, d'abord, merci pour cette présentation. Donc, lors des transformations présentées, l'interface suit l'équilibre thermodynamique. Est-ce vérifié par les simulations si sont recalculées les compositions interfaciales? Oui. Oui. Ouais. Alors oui, a posteriori, enfin alors si j'ai bien compris la question, Charles-André, n'hésite pas si j'ai pas compris. Dans un modèle champ de phase, oui, la première chose qu'on fait en général pour vérifier, c'est vérifier que notre modèle il tend bien vers l'équilibre qu'on peut prédire par un calcul d'équilibre initial, tant qu'on est en isotherme. Oui. Alors, je prends la parole, Oui, Sylvie, si tu oui. me permets. Oui, je me doute, hein. Ceci dit, est-ce instantané? Est-ce qu'on tend vers cet équilibre ou est-ce qu'on y est en permanence?
est-ce que c'est quantifié, la façon dont on suit l'équilibre thermodynamique? Puisque ici, je pense que hein, dans les applications que tu nous as montrées, c'est le cas. Hein. Alors l'équilibre thermodynamique avec courbure, hein, bien sûr. Oui, oui, après, il peut y avoir Gibson qui rentre en jeu, évidemment. Bah, dans un modèle d'Allen-Kahn, typiquement, oui, on le suit puisque, par exemple, dans une approche standard KKS, euh, au fur et à mesure du temps, dans toutes les mailles de l'interface, on va chercher on a besoin de calculer la composition des deux phases. Donc, finalement, on est en train de faire comme, enfin, on calcule pas le saut, mais on calcule la composition des deux phases telle que le mu soit le même dans les deux phases. Donc là, on revient à quelque chose qui est très proche d'un saut dans une interface RAID. Donc cette quantité-là, oui, on la suit au fur et à mesure du temps. Dans un modèle de Canillard, effectivement, non, euh, on le traduit pas de cette manière-là. Mhm, mhm. Alors justement, donc, si on s'intéresse à une transformation de phase pour laquelle l'interface n'est pas à l'équilibre thermodynamique, euh, est-ce que, et qu'on a un modèle pour décrire le fait que cette interface n'est pas à l'équilibre thermodynamique, est-ce que ce serait traité directement par la formulation champ de phase ou est-ce qu'il faut modifier l'équilibre et le donner en données d'entrée à la modélisation? Alors, je pense qu'il n'y a pas consensus là-dessus. Je suis pas du tout spécialiste, mais j'ai effectivement vu des papiers sur de la solidification rapide qui essayaient d'ajouter des ingrédients dans le modèle champ de phase pour tenir compte de ce déséquilibre local. Des discussions que j'avais pu avoir à l'époque avec Mathis Plapp, lui n'était pas convaincu de cette approche-là. Et pour lui, c'était contre nature, entre guillemets, d'introduire du déséquilibre local dans un modèle de champ de phase. Très bien, très bien. Ok. Voilà, je me prononce pas plus que ça, mais je pense pas qu'il y ait consensus. Ok, merci. Donc ça répond un peu à la dernière partie de ma première question. Après, j'avais une deuxième question. Je ne sais pas si j'ai toujours la parole, Sylvie. Ça a l'air bon. Oui, oui, c'est bon, tu as toujours la parole. Oui, merci. Alors, rapidement, parce que je sais que le temps passe, mais tu as montré à un moment donné dans ta présentation au tout début un bilan de quantité de mouvement. Et finalement, tu en fais part ici, bah, dans la simulation qu'on ne voit pas. J'imagine qu'on avait une goutte légère qui montait dans un fluide lourd. Mais dans les deux cas, ce sont deux liquides, je suppose Oui, aussi, c'est à des gauche liquides, en ouais. tout cas. Donc là, on n'a pas trop de difficultés, je pense, à mélanger les propriétés mécaniques entre les deux fluides, même si on a potentiellement des viscosités différentes. Comment peut-on mélanger des propriétés de matériaux de lois de comportement très différents, par exemple un fluide newtonien et puis un solide élasto-viscoplastique, hein, ou quelque chose d'équivalent? Comment peut-on mélanger ça dans une formulation de champ de phase? Alors, franchement, je n'ai jamais cherché à le faire. Moi, je me suis toujours plutôt intéressé à des liquides où effectivement, en plus, même dans l'exemple que je montre là, il n'y a même pas vraiment de contraste de viscosité important qui fait poser des questions sur les lois de mélange. Donc, je réfléchis plutôt aux applications que j'ai pu voir. J'ai pas forcément vu d'application où c'était traité de manière détaillée. Donc, je sais pas à quel point c'est facile à faire. Je peux pas répondre, je suis désolé. D'accord. Bon, bah, merci pour ce réponse. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Moi, je vais t'en poser une juste par rapport au modèle des liquides. Oui. Quand tu as un liquide associé ou un liquide ionique, est-ce que ça complexifie pas quand tu as un liquide ionique, est-ce que ça complexifie pas le modèle de champ de phase? Bah, au sens de l'équilibre local instantané qu'on fait là, non. Mais Alors, pas d'un point de vue papier. Après, par contre, ce que j'ai pu observer en pratique, c'est que sur vraiment comment dire, le calcul d'équilibre lui-même pour obtenir ce jet d'équilibre sur la phase liquide, j'avais plus de soucis de convergence avec un modèle de liquide ionique qu'avec un modèle associé. Donc là, on retombe plutôt sur les problèmes
entre guillemets, de robustesse quand Ouais. on essaye de se lier à ces bases-là. Bah, c'est Mais bon, ouais. plus un problème de, enfin, d'interface du coup avec, enfin, de minimiseur que, Oui, alors je ne sais jamais trop faire la part des choses ouais, sur ces systèmes-là. Enfin, en particulier sur Corium, comme c'est des systèmes qu'on connaît peu, euh, euh, j'imagine que l'énergie Gibbs dans tout le paysage dans lequel elle peut avoir des formes un peu chahutées qui sont pas ouais, forcément complètement physiques parce qu'on a peu de paramètres pour le fitter. ouais. Enfin, on a peu de données pour le fitter et finalement beaucoup de paramètres dans le modèle. Donc, il y a peut-être un peu de ça. Euh, Après, oui, enfin, globalement, c'est cette question ouais, des problèmes de convergence qu'on peut avoir dès qu'on utilise un outil de ce type-là, quoi. D'accord, Mais sur le papier, il n'y a pas de difficulté supplémentaire, non. d'accord. Ouais, c'est plus une question de robustesse, comme tu dis, et d'avoir suffisamment enfin, que le liquide soit suffisamment décrit dans tout le domaine de compo et de température Oui, voilà, c'est ça, ouais, et de robuste pour pouvoir c'est ça. minimiser. Ok, merci. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Et juste une petite annonce, donc vous pourrez retrouver ce webinaire donc, sur la chaîne YouTube de l'association. Et puis le prochain webinaire aura lieu donc, le mercredi 10 juillet. L'intervenant sera Lukas Tosin-Paedze et qui présentera le développement d'un modèle thermodynamique appliqué aux batteries lithium-ion. Voilà, bah, je vous remercie de votre attention et puis bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.